Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission à l'affût. Aujourd'hui, belle émission parce que je vous amène à la chasse. Cet automne, j'ai eu le loisir, l'opportunité de faire une petite chasse au petit gibier, pour vous dire qu'on visait la gélinotte à notre fameuse perdrix. Et restez des nôtres, vous allez voir si on a eu du succès et on a aiguisé nos talents de tireur. Pour m'accompagner dans cette aventure d'aujourd'hui, bien nul autre que Vincent Cloutier. Bonjour Vincent. Bonjour Sylvain. Que nous présentes-tu aujourd'hui en guise d'émission? On va parler des différentes formations au Québec pour la chasse et le trapage obligatoire pour pouvoir pratiquer ces sports-là. Ah oui, parce qu'évidemment, il faut avoir une petite carte avec ces lettres-là. Ouais. Les gens sont souvent un peu confus à savoir quoi suivre comme formation. Bien, j'aime que tu sois à mes côtés pour l'introduction à cette émission parce que j'aime les oiseaux, j'aime les chasser et j'aime garder un souvenir de ma chasse. Donc ici, pour le bien de l'exercice, je vais amener quelques plumes, des petites queues et des petites ailes de ma chasse au gibier. On va tout de suite démystifier quelque chose. Je suis allé à la chasse à la perdrix, je suis allé à la chasse à la gélinotte huppée. Bon, au Québec, principalement, il n'y a pas de perdrix. Okay? C'est de la gélinotte. C'est parce que quand Jacques Cartier est arrivé ici avec les premiers colons, qui ont vu nos premiers oiseaux forestiers, les oiseaux marcheurs, qu'on appelle des galliformes, ils ont dit ça ressemble à nos perdrix, et le mot perdrix est resté depuis ce jour. Le véritable oiseau ici, propre à l'Amérique du Nord, c'est des gélinottes. Il y a des tétras, il y a d'autres espèces également. Mais il y a une petite espèce qu'on appelle la perdrix grise, qu'on appelait à l'époque la perdrix hongroise, de par son origine, elle a été introduite. OK. Et aujourd'hui, ces introductions-là font en sorte qu'il y a des petites pochettes de perdrix grises un peu partout au Québec qui vivent à l'année. Il y en a dans Chaudière-Appalaches. On en voit dans le bas du fleuve jusqu'à Rivière-du-Loup. On en voit. Il y a une madame qui m'a appelé récemment pour me dire qu'elle avait une perdrix grise à ses mangeoires à Beauport, près de Québec. Donc on voit que l'oiseau, on en voit régulièrement dans le coin de Donnacona, où dans il y a beaucoup Portneuf. de grains. Exact, c'est très agricole. Mais si on revient à nos oiseaux, ici indigènes, la gélinotte huppée, pour ne pas dire on appelle la perdrix, les gens se disent comment je fais pour distinguer souvent les sexes, le mâle de la femelle? Bien, la queue, la réponse est souvent dans la queue. Remarque une belle queue de gélinotte que j'ai faite sécher ici, bien étalée, pour qu'on puisse bien distinguer la belle bande terminale noire. On voit que la bande est constante. D'une extrémité à l'autre, elle est unie. Ça ressemble beaucoup à une queue de dindon aussi. Absolument. C'est à peu près les mêmes types, pas tout à fait les mêmes coloris. Bien, quand la ligne noire est continue comme ça, on dit que c'est un mâle. 80% du temps, on ne se trompe pas. On prend ce qui est plus gros, souvent les belles collerettes au cou. Par contre, quand j'en prends une deuxième, tu remarqueras sur ce modèle-là, Vincent, que la ligne noire semble un peu discontinue dans les deux plumes du centre. Quand la ligne noire n'est pas tout à fait continue comme la précédente, 80% du temps, on a affaire à un individu femelle. OK. Donc aujourd'hui, les chasseurs qui abattent des gélinottes sont capables de distinguer le sexe ratio sur leur territoire, combien de mâles versus le nombre de femelles, en étant capables comme ça de les identifier. Et les juvéniles, ils ont-tu un... Les juvéniles, les deux plumes du centre de la queue vont souvent être plus courtes que les autres, parce que c'est des plumes qui sont les plus longues à pousser. Autant chez le mâle que la femelle. Autant chez le mâle que la femelle. Mais il arrive, comme vous allez voir dans le reportage d'aujourd'hui, coup de théâtre, j'ai gagné à la loto par le plus grand des hasards. J'ai attrapé une gélinotte huppée qui était complètement différente en coloris des précédentes. C'est ce qu'on appelle la variété rousse. Savais-tu, Vincent, que des variétés rousses, il n'y en a pas beaucoup au Québec? Bien, j'ai jamais porté attention sur les gélinottes que j'ai récoltées, si elles étaient grises ou rousses. À partir d'aujourd'hui, tu vas faire une petite analyse de tes plumes de queue, parce que savais-tu que la variété rousse, c'est moins de 5% de la population. Donc, c'est comme si, finalement, on dit, on fait beaucoup de farce avec ça, mais va t'acheter un 6,49, parce que c'est rare que tu vois ça. Comme tirer un gros 8 points. Ben exactement. Puis ça fait un beau trophée. Finalement, rapidement, si on va dans des habitats un peu plus conifériens, un peu plus résineux, on va avoir du tétra du Canada, ce qu'on appelle la perdrix noire. Le beau mâle ici qui arbore des belles plumes très sombres, mais l'endos, c'est des belles gouttes d'eau d'un blanc immaculé. Très beau ça. Très beau. Et la femelle ici, c'est des petites marbrures un peu caramel. Donc, encore une fois, possibilité de distinguer les sexes.
Là où ce qu'il devient difficile de distinguer les sexes, c'est quand on monte vers le nord, en plein hiver, c'est les fameux lagopèdes. Ouais. Elles sont blancs et noirs, et ça, ben, c'est impossible de savoir le sexe, mâle ou femelle. Fait que c'est quelques petits trucs comme ça qu'on peut vous donner pour un peu analyser le gibier. Si on parle de gibier, ben, je vous donne rendez-vous à écouter le reportage de chasse à la gélinotupée qu'on vous présente à l'instant. Bon, ben vous me prenez à la chasse au petit gibier. Ouais, j'aime la chasse, vous savez, mais là, je suis un petit peu frustré, voire même tanné d'être incapable de me trouver un bon coin de chasse au petit gibier. Vous savez, j'étais à mi-octobre, j'étais en pleine période de belle chasse à la perdrix, mais tous les coins de chasse sont occupés. Donc, il y a des chasseurs d'orignaux, évidemment, des chasseurs de chevreuils. Donc, je ne veux pas déranger les chasseurs de gros gibier, ce qui fait que des coins de chasse au petit gibier sont difficiles à trouver. Donc, j'ai appelé la réserve faunique des Laurentides et oui, on m'a dit, sans aucun problème, il y a des secteurs de chasse au petit gibier sans la possibilité de déranger les autres chasseurs. Donc, parfait. Je demande les meilleurs coins. On m'a dirigé vers le secteur du gîte du Berger, là où le gérant de secteur, M. Patrick Véraud, m'a accueilli aux petites heures du matin, déjà me démontrant les secteurs où je pourrais chasser, me disant qu'il y avait du gibier sur le territoire. J'ai mon petit fusil, j'ai mon droit d'accès et mon permis de chasse en poche. On se voit peut-être plus tard avec peut-être quelques prises. Bon, bien, selon ma carte, je serais rendu dans mon territoire de chasse. On va commencer à être plus vigilant. L'habitat est propice. Qu'est-ce qu'un chasseur de perdrix doit un peu vérifier? Bon, j'arrive dans mon territoire de chasse, je suis jamais venu ici. Faut être vigilant. Le chasseur qui arrive dans un territoire doit regarder sur les bordures de chemin, trouver des arbres fruitiers, des petits arbustes, un mélange de feuillus et de résineux. Ce qui fait que le résineux va être plus propice au tétras du Canada et la forêt plus mixte, plus propice à la gélinotupée. Donc ici, évidemment, j'évite les bûchers, les coupes à blanc. C'est pas des habitats que les oiseaux vont bien aimer. Par contre, si j'ai un petit ruisseau, un cours d'eau, on trouve souvent les gélinotes et les tétras attirés par un petit ruisseau, par exemple, une petite chute. Sortir un peu des sentiers battus. Je passerai pas ma journée dans un grand chemin. Fait que je vais garer mon VTT à un moment donné et puis je vais partir avec mon petit fusil et je vais essayer de rentrer dans des sentiers plus refermés. La température est belle, le soleil se lève, donc la chance est avec nous. Il s'agit de les trouver maintenant. Wouhou! Une gélinote. Ça, c'est le fun. J'arrivais dans un habitat propice. J'avais diminué ma vitesse. Puis comme de fait, elle était en bordure. Je l'ai vu juste à temps. Ah, superbe oiseau. La journée commence bien. Et là, je suis heureux. Je suis comme un enfant dans un rayon de jouets. Ah, c'est sûr, c'est pas un gros gibier. Mais c'est une belle perdrix. Une belle gélinote. On la reconnaît, hein? Les pattes très fortes, des pattes d'oiseau marcheur, avec un bec qui va un peu picorer des graines, des racines, des bourgeons. Les ailes relativement courtes. Donc, c'est des oiseaux qui vont voler sur de courtes distances, mais c'est des oiseaux quand même assez puissants. Ça ne migre pas, ce qui fait qu'on peut les chasser tard à l'automne. Puis pour les amateurs, par exemple, de statistiques qui voudraient savoir de quel sexe il s'agit, bien à ce moment-là, on porte nos yeux sur la queue. Remarquez la belle bande noire en partie postérieure de sa queue. Ici, on pourrait prétendre qu'à 80 du temps, lorsqu'un oiseau a cette caractéristique-là, il s'agit d'un mâle.
Lorsque, par exemple, les plumes du centre ici de sa queue ne seraient pas munies d'une belle barre noire comme ça et que la ligne noire de la queue serait un peu coupée ou un peu diffuse, à ce moment-là, on aurait probablement affaire à une femelle. D'ailleurs, les petites plumes du dos ici, avec un beau point blanc, viennent confirmer son sexe. Donc, j'ai attrapé ici un beau mâle. Mon premier oiseau de la journée. Bon, le chemin est là. Je l'ai vu. Elle s'est posée ici. OK, on va être systématique. Ah! C'est ça la chasse, hein? Je l'ai manqué. Vous savez, il y a des gélinottes qui sont plus éduquées que d'autres. Éduquée veut dire qu'elle connaît la présence de l'homme, elle s'en méfie. Vous avez eu un exemple ici d'une gélinotte éduquée. Je n'ai pas été capable de m'approcher beaucoup, que déjà elle se sauvait. Et finalement, beau tirer dessus, on ne l'a pas vue, elle s'est cachée, s'est camouflée, puis c'est introuvable à ce moment-là, hein, ça se camoufle très bien. Mais au moins, il y a du gibier, puis on peut pas toutes les avoir, sinon on ne reviendrait pas, ça serait trop facile. Je l'ai entendue avant de la voir. Elle s'est trahie. J'ai arrêté. Je me suis déplacé tranquillement et là, je l'ai vu passer entre deux branches. Quand elle s'est présentée la tête, j'ai tout de suite fait feu. On va aller voir ça. Oh, c'est beau! Une autre belle gélinotte. Elle est de toute beauté. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Une autre belle gélinotte. Je suis particulièrement content de celle-là. Pour la simple et bonne raison que, remarquez la queue, elle est beaucoup plus rousse que grise. C'est rare qu'on a des individus roux. Il y a deux variétés de gélinottes, les variétés grises et les variétés rousses. On dit que moins de 5 % de la population a la coloration de la queue rousse. Et j'en ai attrapé une rousse aujourd'hui. Fait que, comme on dit dans la publicité, on va aller s'acheter un 6,49, hein? Mais parce que c'est pas fréquent. La barre noire stipule que j'ai un autre mâle. Hey! Elle est toute dodue. Belle grosse gélinotte. Bien fière de ça. Ça vaut à peine, hein? Stratégie de chasse, y aller à pied, une petite tournée, un peu plus d'effort, mais un résultat. T'as vu-tu? Je vais la perdre. Je vais la perdre. Toujours à regarder des fois, elle n'est pas toute seule. OK, je sais où qu'elle est. Je vais arrêter le basic. Hey, je vous dis que c'est pas évident. Conduire, repérer l'oiseau, débarquer rapidement,
prendre une cartouche, charger l'arme, ne pas perdre l'oiseau des yeux, enlever la sécurité sur l'arme, viser et tirer. Ouf, c'est tout qu'un exercice, mais c'est pour ça que c'est le fun. C'est pour ça qu'on fait ça. On a une montée d'adrénaline, là, c'est vraiment excitant. C'est pour ça qu'on initie les jeunes. On fait du bruit, nos vêtements font du bruit, il y a des odeurs, c'est pas grave, c'est le petit gibier, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on commence à aimer la chasse. Puis à un moment donné, on peut plus s'en passer. Hey, je vais aller chercher ça. Que pensez-vous de ma belle journée de chasse? Moi, en tout cas, je suis emballé. Le petit gibier, c'est ça. C'est un paquet de surprises. On arrive, on n'en voit pas, on passe quand même une belle journée. Regardez, 3 belles gélinottes, tous des beaux mâles. Et en plus, j'ai une variété rousse, qui est une des variétés les plus rares au Québec. Je rappelle que la réglementation, c'est que j'ai le droit à 5 par jour, 15 en possession. Mais une journée de 3 gélinottes, c'est une journée qui est pratiquement, je dirais, parfaite, hein? Puis pour les amateurs, par exemple, de balistique, bien notez que j'ai pris ici une jauge 16. J'ai pas pris un 12 très puissant pour pas maganer mes oiseaux. Alors sur ce, je vous invite à rester à l'affût pour d'autres beaux reportages. Oh, ben ça a été le fun. Ouais. Ça a été bien le fun, un beau souvenir. Aucun tétra du Canada dans la journée, donc aucune perdrix noire. On a juste vu que de la gélinotte. Puis j'aurais pu avoir un tableau parfait, là, Vincent, mais à des fins cinématographiques, tu sais comment que ça se passe. Hein? Oh, une gélinotte là, tire-la pas, je vais la filmer, tire-la pas, tire-la pas. Fait que finalement, quelques-unes comme ça qui ont été graciées pour avoir des belles prises de vue. Et t'aurais fait probablement ton quota. Ah, j'aurais fait ma limite. Oui, j'aurais fait ma limite de 5 gélinottes par jour. Rappelons-le, au niveau de la loi, c'est 5, possession 15. Et en complément d'information, j'avais dans ma collection ici une aile qui a suscité des questionnements. Hey, c'est quoi cet oiseau-là? C'est parce que quelquefois, vous pouvez être aux prises avec une espèce d'oiseau que vous ne reconnaissez pas, qui s'est probablement échappé d'une volière, par exemple, ou d'un éleveur. On parle souvent du faisan, de la pintade, ou quelquefois même un dindon. Est-ce que c'est légal à ce moment-là de récolter cet oiseau-là, même s'il ne fait pas partie de notre gibier sauvage? Bien, la réponse est oui. Avec mon permis de chasse au petit gibier, c'est comme ça que j'ai récolté ce faisan-là. Le faisan. Le faisan, il s'était échappé, j'ai pu le ramasser. J'ai une aile de tourterelle triste, peut-être le dernier arrivant au Québec permis pour la chasse. Ça fait seulement 2 ans, voire peut-être 3, qu'on nous permet d'abattre la tourterelle triste. Mais attention, avec cet oiseau, juridiction fédérale, ça prend de la grenouille non toxique. Il faut la tirer à l'acier. Et seulement dans la zone au sud du Québec, c'est pas ouvert dans toutes les zones. Tu m'as déjà parlé d'une plume spéciale. Ah oui, ça c'est intéressant que tu me dises ça. La bécasse d'Amérique. Hein, la bécasse, un petit oiseau migrateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'au 17e siècle, les artistes venaient ramasser la première plume de la bécasse pour en faire finalement un pinceau pour peindre des toiles. Et à ce moment-là, les peintres appelaient cette plume-là la plume de l'artiste. Donc aujourd'hui, quand j'ai la chance de récolter une bécasse d'Amérique, je me fais toujours un plaisir de me remémorer « Ah, ben j'ai une plume d'artiste avec moi. » Je ne suis pas un artiste pour Saint-Saëns. Tu fais pas de peinture. Je fais pas de peinture, mais j'ai des plumes. Vincent, tu venais nous parler des différents cours, les formations que les gens doivent passer pour finalement chasser et piéger en toute légalité au Québec. Oui. Il y a plusieurs cours qui se donnent au Québec. Ça dépend des associations. Il y a des associations qui en donnent plus que d'autres, mais on va commencer. Il y a le cours pour le dindon sauvage. C'est un cours qu'on... Est-il obligatoire? Il est obligatoire pour chasser le dindon sauvage. OK. On peut se présenter dans notre association qui donne une journée de cours, qui dure en moyenne 6 à 8 heures, ou c'est le seul cours présentement qu'on peut faire sur Internet. Ah, intéressant quand même. Ils se sont ajustés à la technologie. C'est très intéressant, ce cours-là. C'est le plus intéressant personnellement que je trouve parce qu'on apprend beaucoup. Et on a 10 modules. Si on le fait par Internet, on écoute le petit vidéo, 5 questions, on passe. Deuxième module, ainsi de suite. On veut faire ça pendant 2-3 soirs. On ne veut pas se clencher ça 4 heures de temps. À ton rythme. À ton rythme. Parfait. Fait que ça, c'est super comme cours, très, 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 très instructif. Merveilleux. Et c'est une chasse de plus en plus populaire. Oui. On incite les gens à aller suivre leur formation. Oui.
le cours plus instructif que celui-là de l'Ontario que j'ai déjà suivi. Ah oui. Très bien fait. Très bien fait, Ouais. oui, on est fiers de ça. On a un autre cours qui se donne au Québec pour pouvoir chasser à l'arc ou à l'arbalète. C'est le même cours théorique pour les deux. OK. À la fin de la journée, ceux qui veulent chasser à l'arc ont un cours pratique à faire. Oh, un petit test pratique. Ouais. On a 5 flèches à tirer, 10, 15, 20, 25, 30 mètres. OK. Il faut en réussir 3 sur 5. Ça veut OK. dire on a 5 flèches à tirer, il faut en réussir 5. 3 sur 5. 3 sur 5, excuse. Mais c'est la même théorie. Que ceux-là qui chassent à l'arbalète, sans que l'arbaletier ait un test pratique. Oui. Et souvent, j'ai des questions. Est-ce qu'on peut suivre le cours à l'arbalète avant de suivre le cours d'arme à feu? Oui, on pourrait juste avoir le cours d'arbalète sans pouvoir chasser à l'arme à feu. On peut chasser quand même avec une arbalète pendant la saison de l'arme à feu, mais en suivant la réglementation d'eau sort et ainsi de suite. Exactement. Un autre cours qui se donne, souvent il se donne sur 2 jours. Donc, oui, 2 chapitres. Oui. Donc, initiation à la chasse. Oui. Ça, c'est une journée. Une journée. Et le cours canadien, sécurité maniement des armes à feu. Celui-là, les chasseurs peuvent quelqu'un qui veut faire juste du tir, faut qu'il... Seulement ce cours-là, il n'est pas obligé de suivre le cours de chasse. Ouais. Quelqu'un qui veut aller à la chasse est obligé de suivre ces 2 cours. Les 2 formations. Et c'est au passage de cette formation-là qu'il reçoit la fameuse carte du chasseur. Oui, la carte du chasseur et ce cours-là, après ça, on fait une demande pour pouvoir avoir notre acquisition d'armes à feu. OK. Finalement, 30 secondes, Oui, Vincent. cours de trapage, on va le dire, c'est le plus dispendieux de tous les cours. OK. C'est près de 200 $, mais c'est un cours aussi sur 2 jours. On a de la théorie, on a de la pratique. Il s'en donne un petit peu moins au Québec, par exemple. Vérifier vraiment avec l'association pour pouvoir trouver où ce qu'ils donnent le cours. Oui, parce qu'ils ne se donnent pas partout puis ils ne se donnent pas tout le temps. Non, c'est ça. Merci beaucoup de ces informations-là, Vincent. fait plaisir. Nous, bien, déjà, on tire à sa fin, mais on se revient pour le mot de la fin. Parfait. J'espère que le reportage de Chasse à la gélinotte vous a plu. Ne manquez pas nos interactions sur la page Facebook de l'émission À l'affût série télé. D'ici là, ma gang de passionnés, nous, on reste à l'affût pour la semaine prochaine.